Donc vous avez entendu ce qui a été dit avant. Alors on a plutôt décidé de vous laisser une carte blanche à chacun pour que vous puissiez évoquer à la fois ce que vous en avez retenu et les sujets qui vous tiennent le plus à cœur. Et je propose donc de commencer avec toi, Charles, donc député Europe Écologie Les Verts d'Indre-et-Loire. Et on a beaucoup travaillé notamment sur la question du projet de loi Industrie Verte ensemble l'année dernière. Oui, un projet de loi dit d'industrie verte, on rajoutait souvent quand même. Il y avait beaucoup d'amendements pour enlever le mot vert, considérant qu'il n'y avait finalement pas grand-chose de vert dans ce texte. C'était peut-être, et je l'avais dit un peu comme ça, une loi du climat des affaires plutôt qu'une loi en favorable au climat. Parce que dans ce texte, finalement, on disait plutôt aux investisseurs, venez en France, il y a de l'argent. Ne vous inquiétez pas, on va trouver de l'argent. Venez en France, il y a du foncier. Ne vous inquiétez pas, on va trouver du foncier. Et venez en France, le code de l'environnement, on va lui régler un peu son compte parce que finalement, il est un empêcheur de tourner en rond. Et je résume le texte de loi un peu de manière excessive et caricaturale, mais pas loin quand même. En tout cas, mes collègues qui ont participé au débat se rappelleront de ce qu'on a essayé de faire avancer dedans. Point de planification dans ce texte, point de salariés dans ce texte, point d'ouvriers dans ce texte, point de vision humaine de ce que serait cette réindustrialisation, et on partait quand même de là. Et à ce moment-là, quand on prend un texte de loi, on se dit, bon, on va essayer de l'amender pour le rendre acceptable. Ça, parfois, c'est possible. Mais il y a des fois, on se dit, c'est pas possible. Même en l'amendant, la vision n'est tellement pas la même qu'on n'y arrivera pas. Ce qui, moi, m'a conduit à ce moment-là à produire modestement, et c'est une version 1, et je travaille à renforcer une autre version, un manifeste pour une industrie réellement verte, puisque le titre de la loi, c'était Industrie verte, et une industrie réellement verte. J'en ai pas d'exemplaire ici, j'aurais dû en amener, mais il est à votre disposition, vous le trouverez sur mon site. Et puis, depuis, ça m'a aussi conduit à engager un tour de France de l'industrie souhaitée réellement verte. J'étais à Marseille ces 2 derniers jours, rencontrer les industriels, les salariés, des chercheurs, des élus, des habitants, des riverains, parce que c'est avec tout cela qu'on pourra penser la réindustrialisation dans nos territoires. Je voulais donner, tout a été dit sur la désindustrialisation, peut-être 2-3 petits points qui me semblaient pouvoir être dits en complément. Peut-être un des premiers points, c'est que dans la désindustrialisation, dans notre histoire industrielle, on a aussi façonné nos territoires et nos paysages. Je voulais le dire, ces traces-là sont encore visibles. Nos quartiers, nos banlieues qui ont été construits parfois à la hâte pour avoir du logement pour les ouvriers et parfois dans le nord de nos villes parce que c'est le sens des fumées, donc c'était par ici que ça se passait. C'est des infrastructures qui ont été construites autour de cette industrie. C'est des friches industrielles aujourd'hui extrêmement nombreuses dans notre pays. Et on a toutes ces traces encore visibles de cette à la fois histoire industrielle et de cette désindustrialisation. Si je dis ça, c'est que réindustrialiser, c'est pas juste faire revenir des usines. C'est penser toute la vie qui va avec. Et on voit bien que le chantier, il ne se limite pas à penser simplement à où est-ce qu'on va mettre une usine, est-ce qu'une gigafactory qui va tomber ici à tel endroit va régler les problèmes de ce territoire et être la solution pour penser le futur économique de notre pays, le futur social de notre pays et le futur écologique de notre pays. Le deuxième élément, c'est de dire quand même qu'il y a eu des décisions politiques qui ont conduit à la désindustrialisation. Le 7e plan, on a fait des choix d'arrêter de soutenir toute activité industrielle. On a accepté que le textile parte ailleurs et certaines régions, la Picardie s'en rappelle, ma région un peu moins sur le textile mais sur d'autres sujets. Donc il y a eu aussi des choix politiques qui ont été délétères. Puis enfin, je voulais dire qu'il y a eu effectivement dans notre pays, c'était pas un des grands pays industriels, il y a beaucoup d'industries dans notre pays, mais comparativement à d'autres pays, on n'était sans doute pas un des pays les plus industrialisés. Par contre, c'est un des pays qui a pris le plus cher en termes de désindustrialisation et d'effondrement de l'industrie. Pour 2 raisons, ça a été dit, un niveau de productivité qui était haut dans notre pays, donc les emplois ont effectivement été moins nombreux, et puis une structure de notre économie qui reposait beaucoup sur des multinationales. Et ces multinationales, elles ont délocalisé beaucoup plus facilement qu'en Allemagne, par exemple, où ça s'est désindustrialisé moins vite. Je voulais juste rajouter ça pour compléter le périmètre. Ensuite, sur la vision, c'est une feuille de route que tu nous demandais, c'est peut-être un peu ambitieux pour aujourd'hui, mais on peut donner des éléments de ce que serait une feuille de route pour une industrie plus verte et une réindustrialisation plus verte. Et je n'ai pas de couleur pour le social, mais évidemment, pour moi, quand je dis vert, j'embarque toutes ces questions et vous verrez, je ferai un petit saut par là. Ça a beaucoup été délit. Je crois qu'il faut sortir de la politique de l'offre. Il faut aller vers une politique des besoins.
Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que l'exercice est de savoir comment on définit ses besoins, où est-ce que ça se définit, de quelle manière, avec qui, comment on construit la démocratie qui permet de dire de quoi on a besoin. Mais je le dis, on ne passera pas à travers cet exercice-là. On peut prendre des exemples de ce qui nous serait nécessaire, pas nécessaire, c'est une décision démocratique. Mais moi, j'ai quelques exemples. Est-ce que nous avons besoin d'imaginer une industrie de la fast fashion dans notre pays ? Je ne suis pas sûr que quand on veut relancer le textile, on a envie de relancer ce modèle-là. Et donc, je le dis, ça ne me paraît pas répondre à des besoins. Nous sommes en train de négocier à l'échelle internationale un traité de sortie de la production de plastique, de 80% du plastique d'origine pétrolière. Ça veut donc dire qu'il y a danger sur la pétrochimie du plastique. Est-ce qu'on attend d'être au pied du mur, le nez dedans, pour anticiper les transformations que ça va conduire ? Et évidemment, si on raisonne par besoin, ça peut être par filière, je crois aussi que c'est par territoire. Ce n'est pas que par filière, il me semble aussi qu'il faut raisonner dans les territoires. Alors, il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix de se dire telle filière est amenée à prospérer. Telle filière est amenée à se transférer, ça a été dit tout à l'heure. Telle filière va probablement disparaître. Et comment on anticipe ça ? On anticipe ça pour les salariés. Parce que je vais vous dire à Marseille, ce que j'ai entendu de la part des salariés, c'est on nous annonce plein de projets de transition écologique, 2028, 2030, peut-être 2032. Mais nous, on voit tout de suite les emplois disparaître. Et vous ne nous racontez pas le gap entre les deux. Vous ne nous dites pas comment ça va se passer entre les deux temps. Et donc, ils sont OK pour engager la transition ou la bifurcation, mais dès lors qu'il y a une jonction possible et une transformation possible de ces emplois qui est aussi mise sur la table, et ça s'appelle évidemment aussi la planification. Donc, une économie, une industrie ancrée dans les besoins, encastré dans les limites planétaires, ça a été dit, mais c'est un sujet absolument fondamental. Il faut qu'on se situe entre la satisfaction des besoins sociaux et la prise en considération des limites planétaires. Il y en a 6 sur 9 qui sont dépassées. Je passe là-dessus, mais je pourrais vous parler par exemple d'un sujet récent, les polluants éternels, saturation dans notre environnement. Ça va coûter un fric de dingue, pour reprendre une expression qu'on a pu entendre, puisqu'on traverse la rue et on dépense un fric de dingue. Et ben, avec ce fric, cette dépollution va coûter très très cher. Et qui va payer ? La question, elle est dès maintenant sur la table. Et vous voyez bien, il y a des saturations et des limites qui sont atteintes. Troisième élément, la planification. Ça a été beaucoup dit, donc je ne vais pas développer trop là-dessus, si ce n'est que pour moi, et c'est peut-être des points de débat et de différence, cette planification, elle n'est pas que descendante. Elle est aussi bottom-up, elle est aussi territoriale, elle est aussi dans ce qui peut se passer à l'échelle des territoires. Et je trouve là-dessus qu'on a besoin aussi d'imaginer les lieux où pourront se penser cette planification industrielle à l'échelle des territoires. Moi, je donne un exemple. Dans mon territoire, ça n'a pas bien marché parce que ça a été mal fait, mais avait été mis en place un conseil de sobriété à l'échelle de la métropole dans mon territoire. Et je trouvais l'idée assez intéressante. Alors, c'était que sur l'énergie et dans le temps de la crise de l'énergie. Donc, tout le monde a l'impression qu'il n'y avait plus de sujet. Hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais dans le tour de table, il y avait des habitants, il y avait des industriels, il y avait des élus locaux. Et il y avait un début de réflexion sur, mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'engager dans une sobriété qui soit un petit peu durable. Et donc cette planification, elle a vocation à être démocratique, ça a été dit, moi j'insiste là-dessus. Cette décision ne concerne pas que les industriels. Cette décision ne concerne pas que les élus locaux, elle concerne aussi les riverains, elle concerne aussi toutes celles et ceux qui vivent dans les territoires. Je dis ça parce que moi, dans mon territoire, la région centre, on a vu disparaître des activités productives et à la place, on a vu pousser des entrepôts XXL. À peu près partout. Je fais court, mais le seul foncier disponible sert à produire des entrepôts, eux-mêmes qui vont générer les futures friches de demain, parce que l'obsolescence programmée existe là aussi, 15 à 20 ans en moyenne d'âge. J'ai fait un rapport là-dessus, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Et c'est, ma région devient un hub logistique plutôt qu'un territoire d'activité productive. Bah, tout ça, moi je veux que dans mon territoire, on puisse décider. On a parlé d'une grande entreprise qui allait fabriquer des semi-conducteurs tout à l'heure, dont je tairai le nom. Elle reçoit 2,9 milliards d'aides de la part de la puissance publique. Je redis le chiffre parce que c'est quand même pas rien pour un projet industriel, 2,9 milliards d'euros. Et elle va utiliser 20% de l'eau potable de Grenoble. 20% de l'eau potable de l'agglomération de Grenoble. J'ai la même chez moi, peut-être comme ça vous trouverez quelle est l'entreprise. On m'annonce 10% de consommation de l'eau dans mon territoire. Et c'est pas tout, parce qu'ils utilisent aussi des matériaux critiques. On n'a pas du tout parlé de cette question-là. Pour moi, une industrie verte, c'est pas une industrie seulement décarbonée. Et la décarbonation est d'ailleurs souvent un masque de tous les autres sujets qui existent. Et je nous invite à avoir un peu de distance, que ça a l'air d'être accepté par tout le monde qu'il faut décarboner, mais il y a des questions de ressources, il y a des questions de pollution, il y a des questions de santé, il y a des questions de matériaux critiques. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. J'ai réussi à avoir un rapport, l'État me l'a donné, mais en floutant des parties que je n'ai pas le droit de lire, que les industriels ont le droit de lire.
Et non, ce secret d'affaires, il ne faut pas que les Chinois tombent sur ce rapport, ce serait une catastrophe. Mais moi, je vous le dis, sur ces questions-là, il y a des enjeux extrêmement importants. Pas forcément parce qu'on manque de réserve, mais d'accessibilité à la ressource, d'enjeux géopolitiques autour de cette question-là. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais un enjeu là-dessus. Une économie, j'aime pas trop dire relocaliser, parce qu'on a l'impression qu'on fait revenir une entreprise, et puis paf, on la pose là, et que tout va bien. Moi, ça a été dit tout à l'heure, je partageais bien, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est comment on reterritorialise l'activité économique et qu'on pense à toutes les dimensions. Parce que si on veut être souverain, pour moi à l'échelle européenne, eh ben, on maîtrise. Être souverain, ça veut dire maîtriser les choix. Ça ne veut pas dire être replié sur nous-mêmes. Attention, ça c'est le RN, c'est le localisme du RN qui nous raconte une histoire où tout va se passer dans nos territoires et que finalement on dépendra de rien dans le monde et qu'on n'aura pas d'échange avec les autres. C'est certainement pas, en tout cas, le monde tel que je l'imagine. Et donc ça invite évidemment à imaginer quel type de relation nous avons avec les autres et sur quoi nous allons maîtriser la chaîne de valeur dans nos territoires, parce que demain, le recyclage, par exemple, si on fait des batteries, est-ce qu'on a raisonné tout le recyclage qui va avec? Sinon, ça ne va pas. Il y a un sujet. Où est-ce que ça va se passer? À l'autre bout du monde, on refait ce qu'on a fait hier, ce n'est pas possible. 5e point qui me paraît central, je vais vite pour ne pas déborder, la question de l'humain. Il n'y a pas de réindustrialisation sans les gens. C'est impossible. Et l'humain, ça a été dit, c'est de nouvelles conquêtes sociales. Je dépose une proposition de loi sur la codétermination, on en a parlé tout à l'heure, je vais plus loin que le premier effet, je suis autorisé, en mettant 50% de salariés et 50% pour le capital. Je pense qu'il faut partir de cette base, après on verra la discussion. Voilà. Je crois aussi qu'il faut revenir sur les lois Auroux pour donner aux salariés la capacité à décider dans leur atelier de l'organisation du travail. Je crois qu'il faut effectivement renforcer le rôle du CSE et des salariés dans les CSE pour contrôler l'argent public, par exemple, travailler sur les trajectoires de transition. Il y a tellement à faire en la matière. Et puis enfin, pour finir, il me semble qu'évidemment, il y a un enjeu d'efficacité de l'argent qui vient vers l'activité industrielle. Je vous ai donné des chiffres. J'ai posé la question à cette fameuse entreprise, quelles étaient les contreparties des 2,9 milliards d'euros? Alors, peut-être je suis tombé sur quelqu'un qui ne savait pas bien, qui était juste le directeur du site. Possible, hein, peut-être. Il m'a dit, alors, si, on va produire plus pour la France si jamais il y a une pénurie en France. Moi, ça me paraît juste ubuesque. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres choses. J'ai demandé à France 2030, puisque je fais l'évaluation de France 2030, j'ai demandé, mais c'est quoi les critères? Alors, il y en a, mais enfin, on est en train de se mettre d'accord avec tous les opérateurs pour avoir les mêmes critères. Ah oui, d'accord, donc ça a l'air d'être pas très clair comme affaire. Et s'il y a de l'argent, il doit y avoir des règles du jeu, d'efficacité écologique et sociale. C'est absolument fondamental. Et pour moi, une industrie réellement verte, c'est un peu ça que je raconte, et si vous avez envie de dire, c'est toutes ces dimensions qu'il faut réussir en même temps, et ça s'appelle la planification écologique. Et ça s'appelle une planification qui se fait avec les gens et pas sans les gens. Merci beaucoup Charles Fournier, donc député d'Indre-et-Loire, dans la région centre, une région qui a donné aussi un exemple cet été sur la place que peuvent jouer les salariés dans la politique industrielle, puisque c'est dans cette région notamment que les salariés de Duralex ont obtenu de pouvoir reprendre en coopérative leur entreprise pour qu'elle ne soit pas liquidée. Et évidemment, ça pose la question maintenant du redéploiement de cette entreprise. Et donc, si vous avez quelques envies de cadeaux de Noël, vous pouvez aussi penser à offrir de la verrerie Duralex. Ils font des très bons produits et ça aidera à faire vivre une coopérative comme beaucoup d'entre vous se sont sans doute mobilisés pour faire vivre les Fralib il y a quelques années. On a besoin aussi que dans la consommation, on aide cette transformation sociale et écologique. Fabien Gay, d'abord merci parce que je sais que tu dois filer ensuite rapidement. Sénateur communiste de Seine-Saint-Denis et évidemment sur la question industrielle, je ne sais pas si les 10 minutes qu'on t'accorde ne seront pas trop frustrantes. Non. Bon, d'abord, bonsoir à toutes et tous. Merci à Mathias de l'invitation. Je pense que c'est toujours important. Ouais, pardon, c'est bien la première fois qu'on me dit que je ne parle pas assez fort. Merci Marina. Ça va chauffer. Donc moi je pense que c'est toujours important qu'on se réunisse ensemble et qu'on puisse débattre, affiner nos propositions pour préparer en réalité la chute du gouvernement Barnier et le fait que Lucie entre à Matignon et qu'on soit de suite en place avec des propositions fermes et définitives et qu'on se mette évidemment au travail. Et la deuxième chose, je pense aussi qu'on doit travailler la question du débat contradictoire. C'est absolument extrêmement important parce que là, on va être un peu. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de développer. Donc, vous allez entendre 4 interventions
assez géniales, mais qui vont dire à peu près tous la même chose. Lucie va venir bien conclure l'affaire. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir un débat contradictoire extrêmement poussé, comme on essaie aussi de le faire à la fête, mais il faut qu'on le développe aussi tout au long de l'année. Je pense que c'est extrêmement important. Bon, maintenant, passez ça. Je ne vais pas faire l'état des lieux, parce qu'on le fait souvent, tout le monde sait là où on en est, la perte de 1 million d'emplois industriels, des choix politiques, tu as raison, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, ça n'a pas disparu comme ça, c'est des choix politiques, main dans la main avec les différents gouvernements, et le capital, qui à un moment décidé, Tchuruk, qui était le grand patron d'Alstom, lui parlait d'une France sans usine, c'était l'idéal de la France des services, et ça a imprimé le capital pendant des années, jusqu'à la crise Covid. Tout le monde s'est aperçu que là, on était infichu de produire un vaccin parce qu'on avait évidemment fracassé Sanofi et 10 000 emplois en R&D. On ne savait même pas produire des masques. Et là, comme par hasard, on s'est dit, peut-être qu'il y a des biens qu'il faut sortir des secteurs marchands. Ça, c'est la première intervention de Macron. Il faudra peut-être y revenir sur cette question-là. Et peut-être qu'il faut reproduire, et tu as raison, et je pense qu'il faut qu'au débat, on creuse le débat, entre la différence entre souveraineté et indépendance. C'est pas du tout la même chose. L'indépendance, c'est sur soi, sur un territoire donné, tout faire. Je pense que ça, franchement, c'est infaisable aujourd'hui. Par contre, souveraineté, c'est la détermination de nos besoins et qu'est-ce qu'on fait en mode de coopération avec les autres. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin de continuer à creuser la question de la souveraineté industrielle et dans tant d'autres choses. Et il faut pousser, évidemment, à mon sens, ce concept. J'en reviens sur ce qui a été fait par le gouvernement, parce qu'il faut, des fois, on dit nous-mêmes, ils n'ont aucune vision stratégique. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Si, ils ont une vision. Par exemple, France 2030 et les milliards injectés partout sur les territoires, comme ça, c'est une vision. En disant, on va essaimer, on va donner de l'argent, et on va voir ce qui pousse. C'est la politique de l'offre, mais c'est aussi une vision. Il n'y a pas d'État stratège qui doit décider. On confie les clés du camion au capital, et lui va nous dire ce qu'il peut produire ou pas. Et donc, par exemple, là, il y en a 2 qui se révèlent. C'est les data centers. Alors là, on nous vend des projets de data centers à peu près partout. Il y en a un qui est assez gigantesque, qui est en train de se faire dans mon département. Donc ça, moi, j'ai poussé plusieurs fois le débat avec Roland Lescure, avec d'autres. Bon, ils sont bien capables de répondre, parce que il y a un data center. Bon, d'abord, ça pose la question écologique. Par exemple, c'est sur une ville sur Duny, 25 000 habitants. Le data center va s'implanter sur 25 000 mètres carrés. Et c'est exactement la consommation de 18 000 habitantes et habitants. Donc, on peut quand même se poser évidemment des questions. Et à la fin, c'est 20 emplois pour faire tourner le truc. Donc, est-ce que c'est une grande réussite industrielle ? Je pense qu'il faut peser. Et pourtant, l'État va accompagner le projet à plusieurs dizaines de millions d'euros. France 2030, Relance, etc. Et la deuxième chose, Virginie le disait tout à l'heure, c'est toutes les communications qui sont faites sur les gigafactories. Et dire, allez, c'est génial, on réindustrialise le pays, on va concurrencer les Chinois. Avant-hier, on avait Luc Châtel, le président des lobbies de l'automobile, qui est venu nous expliquer que nous allions être demain les concurrents des Chinois sur les gigafactories, que c'était formidable. Donc le sénateur communiste que je suis lui a dit que si le modèle social auquel il aspirait pour l'ensemble du pays, c'était le modèle chinois, on allait avoir un petit débat ensemble. Ça a fait beaucoup rire, évidemment, l'Assemblée, mais je le pense extrêmement fortement. Je mets ça de côté. Et le problème qu'on a avec les gigafactories, c'est très bien. Et encore, il faudra voir, parce qu'entre les effets d'annonce et ce qui est le concret, vous savez, c'est comme dans certaines municipalités, on vous dit on va faire 150 millions d'investissements, puis à la fin, dans le budget réalisé, il y a 10 millions. Donc c'est les effets d'annonce, et après, il faut voir le concret. Mais par contre, ça pose la question, par exemple, je prends la filière automobile. Est-ce que demain, la France a vocation à ne faire que de l'assemblage et des batteries électriques, et que tout le reste se passe en dehors? Pour moi, pareil, la souveraineté industrielle doit se faire à l'échelle européenne. Donc, par exemple, ça aussi, ça peut être un débat. Mais pour moi, je suis comme toi, c'est à l'échelle européenne. Et donc, est-ce qu'on a vocation à ce que tout le reste soit fait ailleurs, dans des conditions au moins disant sociales et environnementales? Je dis non. Parce qu'en même temps qu'on développe des gigafactories, on est en train de fermer Ma France dans mon département, International Wheels à Châteauroux, les dernières jantes actu. Les fonderies du Poitou, on s'est retrouvé un certain nombre, j'y étais aussi. Et depuis 7 ans que je suis parlementaire, j'ai fait à peu près une 50aine de départements. Et dans la filière automobile, je ne sais combien de milliers, dizaines de milliers d'emplois et de sous-traitants. Donc là, on a une vraie question. Est-ce que la vision stratégique, c'est de donner de l'argent au capital sans savoir ce qu'on attend, ou est-ce qu'on se dit qu'on veut recréer
l'ensemble de la chaîne de la valeur et être au minimum souverain au niveau européen et qu'on n'est pas condamné qu'à faire de l'assemblage. La deuxième chose, je pense que quand on parle de vision stratégique, après il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire et pour qui. Par exemple, je reprends la filière automobile. Là, aujourd'hui, on construit des grosses voitures extrêmement polluantes, très lourdes, que pas grand monde peut se payer. En moyenne, il faut savoir qu'une voiture neuve, en France, vous savez, l'âge moyen d'achat, c'est 57 ans pour une voiture neuve. Ça veut dire que, donc, ouais, c'est un chiffre assez intéressant à donner, ça. Donc, en moyenne, sa première voiture neuve, on peut l'acheter à 57 ans, donc à la fin de sa carrière, où on a un meilleur salaire qu'au début, évidemment, de sa carrière. Pourquoi ? Mais parce que c'est extrêmement cher et on a fait un choix de faire des voitures extrêmement chères. Alors que l'intelligence ouvrière, si on écoute, on est capable de faire des voitures, y compris électriques, de transition entre 10 000 et 15 000 euros, qui, bien sûr, pour déjà beaucoup de monde, sont déjà un produit de luxe. Mais c'est un peu mieux que d'avoir des achats entre 50 et 80 000 euros. Donc là, moi, je pense qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut évidemment produire. Après, j'en viens sur deux choses et deux questions qui ont été soulevées. Moi, je crois qu'il y a une question autour de l'argent. On est un pays qui aide beaucoup le capital. Moi, ça me gonfle. Je le dis comme ça, pardon, on est entre nous, mais comme on va arriver au moment du budget, je connais déjà. Bon, en plus, il y a tous mes anciens collègues qui sont membres du gouvernement, LR, donc je les connais tous par cœur. Ça fait 7 ans que je les pratique. Oh là là, mais Fabien, c'est bien ce que tu dis, mais tu vois bien, si on fait ça, le capital va s'en aller, il est trop taxé, blabla. Bon, je connais déjà tout ça par cœur. Bon, moi, je suis aussi chef d'entreprise. J'ai 167 salariés, donc souvent, je leur dis... parce que oui, t'es le communiste, je connais pas. Je dis, mais toi, t'as géré une boîte ? Non, moi, j'en gère une des 167. Donc, si tu permets, je vais peut-être parler pour les chefs d'entreprise plus que toi. La deuxième question, c'est qu'on a 6000 dispositifs en France pour aider les entreprises, du local au niveau européen. 6000 dispositifs. Chaque année, c'est 160 à 182 milliards d'euros qui sont donnés au capital sans contrepartie. C'est ça le réel. Et quand on pose la question, mais peut-être qu'on pourrait critériser, ou peut-être même, si vous ne voulez pas critériser, on pourrait regarder si l'argent a bien servi à investir dans la transition, dans l'emploi, dans les salaires. Et là, à chaque fois, on nous dit, c'est la même réponse, et tous différents, on les a posés en amendement. Oh là là, mais tu vois bien, c'est l'usine à gaz, et on va faire peser des contraintes. Je dis, bah, par contre, lorsqu'il faut trouver des stratagèmes pour surveiller les chômeurs, ça, vous arrivez à en trouver. Par contre, quand on parle du capital, c'est jamais. Donc moi, je vous le dis, je pense que sur cette question, on est majoritaire dans le pays. Et je pense que si nous posons la question à l'ensemble des Françaises et Français, voulez-vous critériser et savoir où va l'argent, et s'il ne va pas dans l'emploi productif, dans les salaires, dans la question productive, on reprend le pognon, je suis sûr que nous sommes majoritaires dans le pays. Parce que personne ne peut véritablement cautionner ça. Et je pense qu'il y a une question, c'est qu'après, si les gens veulent partir, il faut un remboursement des aides publiques. Quand on a des entreprises, on ne va pas énumérer ici l'ensemble des scandales, ça a été Renault à La Roche-sur-Yon, c'est des millions et des millions de CICE qui ont été donnés, ils sont partis. Bon, bref, on en a des multiples exemples. Et donc, je pense que là aussi, on doit remettre sur ce chantier, rapidement, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, cette question. J'en finis une dernière, parce qu'elle me tient à cœur. Je pense aussi, évidemment, on parle en termes d'emploi, il y a la question de l'intelligence ouvrière, on parlait tout à l'heure de Cordemais. Ça, par exemple, c'est un bel exemple à montrer d'intelligence ouvrière. Parce que contrairement à ce qui a été dit cet après-midi au Sénat aux questions d'actualité, ce n'est pas du tout l'entreprise EDF qui a porté le projet de conversion. C'est les salariés avec leur syndicat CGT. Voilà, on y était avec Marina encore au mois de mai, on le disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une grande question. Un emploi industriel, c'est 4 emplois de vie. Et il y a une question qui est en train de morfler partout et dans toutes les filières, c'est la sous-traitance. Et aujourd'hui, c'est elle qui a payé le prix du Covid, c'est elle qui paye le prix, évidemment, de la compétitivité, et à chaque fois, c'est eux qui trinquent. Et dans la sous-traitance, malheureusement, plus de la moitié de la sous-traitance, c'est la sous-traitance unique pour des grands groupes qui, en réalité, ont fait un plan social déguisé et ont décidé de déléguer telle ou telle pièce. Voilà. Donc là, je pense qu'on a 2 propositions de loi, une à l'Assemblée, une au Sénat, en plus transpartisane avec l'ensemble des groupes de gauche. Moi, je l'avais déposé au Sénat et je sais que les camarades
du nouveau Front populaire le refait en 2023, mais ils peuvent le refaire évidemment cette année, pour responsabiliser les donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. Là, il y a une véritable question, parce que, par exemple, je reprends ma France, Stellantis, qui est l'unique donneur d'ordre, s'en est lavé les mains. En 3 semaines, on a liquidé l'entreprise, passage au tribunal compris, 15 000 balles en tout et pour tout, après 30 ans de bons et loyaux services. Et à chaque fois qu'on interpelle Stellantis, on dit nous, c'était une boîte italienne. Oui, mais attends, il y a 10 ans, ça t'appartenait. Quand tu as liquidé PSA, tu en as profité pour donner le truc à un Italien. Et aujourd'hui, tu lui fais faire le sale boulot. C'était ton sous-traitant unique et tu t'en laves les mains. Mais aujourd'hui, rien ne permet par la loi de lui faire porter la responsabilité. Et là, je pense, là aussi, que nous sommes évidemment majoritaires dans le pays sur cette question. Bon, voilà, j'en ai plein. Je finis juste. Mathias, il me reste 30 secondes. Je pense, 30 secondes. Et après, non, mais il y a des débats. Donc, la réindustrialisation, il y a une question qui passera, c'est la question énergétique. Elle me tient évidemment à cœur, mais là, je transmets le ballon à Marina, parce que je sais aussi, on travaille ces mêmes questions, et tant mieux, là aussi. Moi, j'ai fait un truc aussi hors nouveau Front populaire. Je suis désolé, Lucie, j'espère que tu m'en veux pas. Mais c'est pour pousser le débat entre nous. J'ai déposé une proposition de loi pour créer un grand service public de l'énergie en nationalisant Total Énergie, Engie aux côtés d'EDF. Là, c'est il y a 3 semaines. Ça fait 2 ans que j'en parle. On avait parlé aussi avec quelques potes ici. Là, ça commence à faire lacter. Fait première conférence. Mais je crois qu'on a besoin de se poser sur les questions énergétiques, sur les questions de santé, sur 2-3 grands domaines, sur des grands services publics, des monopoles publics. Bon, voilà, moi, c'est une proposition de loi que je mets en débat dans la société pour le nouveau Front populaire. Et je pense qu'on a besoin, chacune et chacun, d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, et du coup, j'ai fait 10 minutes 15. T'enlèveras 15 secondes à Marina, du coup. Bon, allez, merci à vous, en tout cas, et bonne soirée. Merci beaucoup, Fabien Gay, donc sénateur communiste de Seine-Saint-Denis et directeur du journal L'Humanité et de la Fête de l'Humanité. Effectivement, une belle entreprise, même si c'est beaucoup plus qu'une entreprise. Et pour ce qui est de la proposition de loi sur la responsabilité des donneurs d'ordre et des sous-traitants, je te confirme que nous sommes au travail pour la redéposer dans de très brefs délais, dès lors qu'on a fait le tour de tous ceux qui pourraient l'apporter avec nous. Sans transition, Alexandre Louisy, donc sénateur socialiste de l'Oise, pour la même durée que Fabien Gay, et même un peu moins si c'est possible. On va essayer de rattraper le temps. Bonsoir à tous, merci Mathias pour cette invitation. Peut-être moi je vais repartir du moment qui est le nôtre. Et pour moi nous vivons une forme de retour du refoulé industriel. Parce qu'en fait pendant des années, la désindustrialisation elle était désirée en fait. Pendant des années il y a des personnes qui ont théorisé le fait que la désindustrialisation était une bonne chose. Et si on regarde un petit peu la période historique, pour moi ça court des années, ce qu'on appelait les années fric, les années 80-90, jusqu'à l'explosion de la bulle Internet, où vraiment à ce moment-là, en fait, l'idée était de dire il y a une économie servicielle qui vient remplacer une économie au gain de productivité illimité. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, il était dit que l'économie était devenue acyclique, en fait. C'est-à-dire qu'elle allait progresser de manière pure et parfaite parce que nous avions vaincu les cycles économiques. Et donc, pendant tout un temps, il y a eu cette grande disparition. Et je lisais un papier d'un économiste qui s'appelle Evenet, qui s'était amusé à regarder le mot politique industrielle dans les grandes revues de business internationales. Et ce mot était prononcé 2000 fois par an dans les années 90, et depuis le Covid, il est prononcé entre 12 et 20 000 fois par an dans ces mêmes revues. Donc il y a une espèce de retour en force de cette question. Et nous, on doit remarquer que même les libéraux, en fait, l'ont vu, même si moi je reviendrai sur ce qu'est le macronisme industriel. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous proposons. Mais les libéraux ont vu qu'il y avait un sujet, en fait. Et si on essaye de comprendre les différents sujets que pose la question industrielle, peut-être que d'abord, il faut dire que les macronistes l'ont aperçu à travers la question géopolitique. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous avons redécouvert qu'un pays qui ne produit pas est dans la main de ceux qui produisent. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et je prends un exemple parce que c'est l'exemple du Covid qui l'a révélé, c'est la question des princeps, la question des médicaments. Et vous voyez que, alors que dans les années 90, 2/3 de l'appareil productif de médicaments était encore sur le territoire de l'Union européenne,
Aujourd'hui, vous avez pour la fourniture du continent européen, aujourd'hui, ce qui arrive et ce qui est consommé sur le territoire européen vient à 60 à 80% d'Asie du Sud-Est et d'Inde. Donc, on voit bien qu'on est sur une situation dans laquelle on a des dépendances géopolitiques extrêmement importantes. Et puis pour moi, l'industrie, c'est pas que ça, c'est aussi une question de société. En fait, l'industrie, c'est aussi des salaires intermédiaires. C'est des salaires intermédiaires, et d'ailleurs, dans ceux qui avaient pensé le CICE entre 2 et 3 SMIC, ils le pensaient parce que dans l'industrie, il se trouve, je reviendrai sur le CICE, il se trouve plus de salaires entre 2 et 3 SMIC. Donc l'industrie, c'est aussi le terreau de la classe moyenne. Et ça, c'est pas rien. L'industrie, c'est aussi, là je parlais de mon territoire de l'Oise, moi je suis élu autour de Creil, dans une petite commune qui s'appelle Villers-Saint-Paul, qui a une destinée industrielle fabuleuse, parce qu'en fait c'est l'implantation, entre guillemets, d'un site chimique qui a créé en fait le territoire quasiment, de manière extrêmement forte. Et en fait, si vous voulez, l'industrie c'était aussi un mode de circulation, c'est-à-dire que les gens du plateau Picard, ils descendaient jusque dans le bassin creillois, ça montait de Montdidier dans la Somme le matin, puis ça descendait jusqu'à Creil. Et il y avait un brassage extrêmement puissant, d'ailleurs, entre les populations rurales et les populations urbaines du bassin creillois. Et je crois que ça ne veut pas rien dire dans le moment que nous vivons. Et puis ça a des destinées politiques. Alors moi, j'aime beaucoup une étude, je ne sais pas si vous voyez, la connaissez, de Paul Lazarsfeld, qui est d'une date funeste, 1933, qui s'appelle « Les chômeurs de Marienthal », et où il revient sur en fait l'effet de déréliction qu'a, parce qu'une industrie c'est souvent beaucoup de monde en fait. Donc tout d'un coup, ce qui tombe est lourd. Et donc l'effet de déréliction sur les mentalités politiques que peut avoir la question industrielle. Et puis il y a les questions économiques que vous avez citées les uns et les autres, c'est-à-dire que l'industrie c'est des effets d'entraînement sur le reste de l'économie, c'est les gains de productivité, c'est donc là où se passe beaucoup de choses. Donc moi là-dessus, la question c'est qu'est-ce que nous on propose et quels sont les contours de ce qu'on pourrait appeler un nouveau contrat industriel, je ne sais pas comment l'appeler tellement différemment, avec le pays. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait en effet que la spécialisation abandonnée au marché, ça ne nous va pas, et qu'il faut un processus délibératif. Et dans ce processus délibératif, il faut qu'on fasse le départ entre différentes choses. Il faut qu'on fasse le départ entre les secteurs où on veut l'autonomie pure et simple, nous, tout seuls, des secteurs dans lesquels on veut l'interdépendance, et des secteurs où on s'en moque d'avoir l'indépendance. Enfin, je veux dire, qu'on fabrique des Oreos en Espagne, ailleurs, etc. Je veux dire, c'est pas un sujet énorme pour le pays, quoi. Alors qu'en revanche, là où on fait de l'énergie, c'est un sujet assez important pour le pays. Enfin, ça dépend qui aime les Oreos ou pas, mais je veux dire, il y a quand même une vraie différence. Et ça, c'est quand même une différence d'approche fondamentale avec le macronisme industriel, parce que qu'est-ce que le macronisme industriel, si ce n'est une politique d'attractivité fiscale couplée à une politique de baisse de cotisation et de cotisation. Et donc une politique dans laquelle en fait ce qui s'implante n'a quasiment aucune importance. On réindustrialise en se disant de manière anarchique des choses s'implantent sur le territoire national. Et donc nous on a en effet à gérer cette reprise en main délibérative de ce qui est important pour nous. Et je crois qu'une des manières de le faire, c'est sur ces politiques horizontales dont on sait qu'au-delà de 2 SMIC, elles ne servent à rien. Ces allégements de cotisation qui ne créent aucun emploi parce qu'à partir de 2-3 SMIC, en fait, le chômage, ça n'existe plus. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En fait, le chômage, c'est une réalité pour les bas salaires et pour les gens qui ont des difficultés. Donc, on pourrait peut-être reprendre cet argent pour faire plein de choses. On a plein de choses dans le programme du Nouveau Front Populaire. Mais on pourrait aussi reverticaliser ces politiques. C'est-à-dire en faire des politiques sectorielles. Au lieu de filer du CICE à tout le monde, c'est quand même pas mal de se dire on veut produire ça, on veut produire ci. Et on veut produire certaines choses. Donc je pense que là, on a quelque chose de très important à conduire. Ensuite, je pense qu'il y a un sujet sur la question environnementale. Évidemment, l'industrie doit être d'abord mise au service de la transition environnementale. Mais on a aussi des questions délibératives qui se posent au sein de la question environnementale. Je vous donne un exemple. Sur mon territoire, il y avait un projet qui finalement est écarté parce que finalement l'Inflation Reduction Act est peut-être un peu plus attirant. Mais il y avait un projet de fabrication de membranes dans le cadre de l'hydrogène vert. Sauf que pour faire ces membranes, il fallait faire des PFAS. Donc c'est là où on va se poser des vraies questions démocratiques. Vous voyez, entre la décarbonation et les autres enjeux que tu évoquais tout à l'heure. Et c'est là où il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire faire de l'industrie aux meilleurs standards, etc. Et en fait, il faut délibérer parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question.
n'y a pas de réponse toute faite. S'il faut, et puis ça existe aussi dans le domaine de la santé. Vous savez, un argument qu'on nous disait souvent à l'époque quand on traitait la question des PFAS, c'était celui des pacemakers où il y a des PFAS dedans. Donc bon, vous voyez, en fait, je vois les 2 minutes. Donc on est dans ce moment-là où il faut aussi qu'on se pose ce genre de questions. Et puis moi, je pense aussi, et là vous l'avez dit les uns et les autres, que le nouveau contrat, c'est quand même aussi que le vrai mot de social-démocratie se passe dans l'usine. En fait, tout à l'heure, j'entendais que les effets n'étaient pas évidents en Allemagne. En tout cas, ça ne fait pas de mal en Allemagne. Et il y a des endroits où c'est extrêmement, extrêmement probant. Et associer les ouvriers aux destinées de leur entreprise, ça me semble quand même quelque chose d'assez fondamental. Donc voilà, moi je pense qu'il y a, si je devais résumer, pour regagner 1 minute, il y a la question du processus délibératif, la manière dont on fait les choses, la question de nos arbitrages environnementaux, et puis la question démocratique, à mettre la démocratie jusque dans l'usine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention et pour le respect du timing. Et je passe la parole à Marina Mesure, donc députée européenne de la France Insoumise, qui a notamment beaucoup travaillé sur la question de la réforme ou non-réforme du marché de l'électricité, mais pas que. Merci Mathias, merci pour l'invitation et pour l'organisation de ce colloque ô combien important sur les questions industrielles. Je voudrais commencer par rebondir sur ce que disait Fabien, puisqu'il m'a enlevé 15 secondes, tu m'as dit, sur la question de l'automobile, puisque tu as pris cet exemple, on pourrait en prendre beaucoup. L'automobile, c'est en effet ce qui a occupé notre semaine à Strasbourg, puisque nous sommes en session plénière en ce moment à Strasbourg. Et au-delà des aspects que tu as mentionnés, là, la question qui est posée au Parlement européen, c'est est-ce qu'on met des droits de douane ? Et ça nous intéresse parce que sur la question, quand on parle de la politique industrielle européenne, au-delà de dire que c'est un véritable fiasco, se pose la question derrière d'une compétence de la politique commerciale qui est une compétence exclusive de l'Europe. Et concrètement, ce qu'elle a fait, cette politique commerciale, c'est qu'elle a détruit les unes après les autres nos industries stratégiques. Et au niveau du Parlement européen, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, nous sommes toujours les derniers naïfs du marché. C'est-à-dire que nous sommes le marché le plus ouvert au monde. Si on regarde les accords de libre-échange, l'Union européenne en a signé 42. Pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis en ont signé 14. Donc en fait, nous sommes vraiment ouverts au monde. On fait rentrer les produits n'importe comment, sans aucun droit de douane. Et derrière, après, on capitule sur nos différentes industries stratégiques. Alors, l'automobile, oui, on semble découvrir qu'il va y avoir une crise de l'automobile. C'est quand même aberrant parce que ça fait déjà des années qu'on sait qu'il va y avoir un problème, que les Chinois ont 15 ans d'avance sur la technologie électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on produit des voitures électriques en France et en Europe ? Oui, non. Et comment on met en place des politiques et des barrières douanières ? C'était une question. Il y en a des autres que tu as mentionnées. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les panneaux solaires. Je ne sais pas si vous avez vu le scandale au niveau des panneaux solaires. On s'est dit, nous l'année dernière, on s'est battu au Parlement européen en disant mais à un moment donné, une politique commerciale, c'est pas aussi de mettre, lorsqu'il y a des procédures qui doivent exister pour la concurrence, fameuse la concurrence déloyale, au Parlement, on a des procédures anti-subvention, anti-dumping, soi-disant, qui permettent, lorsqu'il y a une concurrence déloyale, de pallier à cela. Nous avons demandé à la Commission de réagir. 13 mois plus tard, elle ne réagit toujours pas. Pendant ce temps-là, l'industrie du panneau solaire, de l'industrie solaire nous disait qu'ils avaient 2 mois. Quand ils nous disaient qu'eux, ils avaient 2 mois, on leur a dit « Attendez, on va faire une enquête pendant 13 mois ». Et donc, pendant ce temps, tu parlais de Photowatt, mais nous, justement, avec Mathias, on est allé à Sistovi à Nantes. Et Sistovi, c'était un des derniers producteurs de panneaux solaires français, il a fermé. Et derrière, aujourd'hui, on arrive en nous disant l'industrie solaire est essentielle parce qu'il faut développer les énergies renouvelables, mais par contre, on ne saura plus les produire. Et la Commission a carrément acté en ce début de mandat que, en fait, c'est pas grave si on ne sait plus faire, les Chinois feront et nous enverront les panneaux solaires. Donc c'est oui, mais chinois et américains, mais principalement chinois là pour le coup sur les panneaux solaires. Donc c'est vraiment symptomatique effectivement d'une politique industrielle qui est un véritable fiasco. Et derrière, on a parlé aussi de la partie subvention, aide d'État. Vous savez aussi que quand je vous parlais nous sommes les naïfs, c'est que on a des puissances économiques qui subventionnent à juste titre leurs industries stratégiques.
Nous, on a un encadrement extrêmement strict des aides d'État, comme vous le savez, et la commande publique est extrêmement réduite. C'est-à-dire que tout ce qui est levier public pour pouvoir, à un moment donné, développer des filières, c'est à peu près de l'ordre de 0, puisque l'Union européenne nous entrave dans toute intervention, puisque, vous savez, c'est la politique néolibérale au sein des institutions qui, aujourd'hui, nous bâillonne, si vous voulez, et nous entrave vraiment pour mener une vraie politique industrielle. Alors, derrière, quand on a dit ça, on avait des leviers qui pouvaient être effectivement pour gagner en compétitivité, puisque ça a été, je pense au panel précédent, la compétitivité de nos industries qui dépendent des questions énergétiques. Et là, je vais rebondir effectivement, comme tu le sais, Fabien, sur un de mes dadas, si tu veux. La question industrielle et énergétique sont liées, parce que les industries ont besoin d'énergie. Et là, effectivement, l'Union européenne, sur l'électricité, sur le marché européen de l'électricité, ça a été totalement scandaleux. Ce qu'elle a fait au dernier mandat, juste avant les élections, une réforme du marché de l'électricité qui entérine la libéralisation totale du secteur, qui fait qu'en 2025, personne n'en parle, mais 2025, plus de tarifs réglementés. C'est marqué, c'est l'article 6 de la directive qui a été réformée l'année dernière au Parlement européen. Et sur laquelle moi j'étais négociatrice pendant 6 mois, ils nous ont fait sauter les tarifs réglementés. Derrière, ça veut dire que pour nos industries, c'est terrible pour les ménages. Là, cette année, c'est 1 million de ménages qui ont eu des coupures d'électricité et qui ont eu des réductions de puissance d'électricité. C'est 13 millions de personnes, 12 millions, qui vivent dans des passoires thermiques et qui vont avoir du mal à se chauffer l'hiver. Et donc, on va ne plus être capable d'avoir des tarifs réglementés sur l'électricité, d'avoir des tarifs réglementés, un prix de l'électricité qui correspond à quoi? À un coût de production, d'investissement? Non. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on a mis en place au niveau européen, vous pouvez avoir une électricité 10, 20 fois plus chère que ce qu'elle coûte. C'est-à-dire qu'on peut vendre à 1 000 euros, 1 100 euros, comme ça a été le pic au moment de la crise, sur le marché, alors que vous continuez à produire de l'électricité à 40 euros le mégawattheure. Donc tout ceci est structuré au niveau européen et est scandaleux. Et effectivement, c'est pour ça qu'on est inquiet. C'est pour ça là, on parlait au niveau national, mais effectivement, toutes les politiques nationales découlent aussi des politiques européennes. 80% de nos lois sont de la transposition du droit européen. Et pour le coup, on ne va vraiment pas dans la bonne direction. Aucune mesure de protectionnisme. Et là, les dernières mesures qu'ils vous ont mis, et je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon j'imagine que ça va être un peu long, mais les NZIA, tout ça, c'est-à-dire les dernières mesures qu'on a mis en place pour dire on va faire un petit peu de protectionnisme, je vous rassure totalement, ça ne servira à rien. C'est des espèces de gruyères, on ne saura même pas comment les appliquer en droit français, en disant, alors bon, peut-être sur la commande publique, on va pouvoir faire quand même, sur 30% d'entre elles, une priorité, une préférence géographique. Mais vous voyez que c'est totalement aberrant par rapport à ce dont nous avons besoin. Donc, voilà, au niveau européen, vraiment, la situation est extrêmement compliquée. Sincèrement, si on ne change pas de cap totalement, si on ne révise pas les directives sur la commande publique, sur les marchés publics notamment, qui doivent être, qui sont sur l'agenda de la Commission européenne, si on ne change pas de cap aussi en termes de protectionnisme, c'est-à-dire d'avoir une véritable politique protectionniste sur les industries notamment que nous avons besoin, et donc quand parlait le camarade, on détermine les besoins, on détermine ce qu'on doit produire localement et on le fait. Eh bien, si on ne fait pas ça, on va vraiment droit dans le mur. Et je suis extrêmement inquiète quand je vois aujourd'hui les politiques prises au niveau européen, parce que c'est derrière la perte totale de notre souveraineté. Et j'aime bien le mot, puisque tu l'as introduit, je le reprends à mon compte. C'est notre souveraineté qui est en jeu. Et c'est ce qui va nous faire défaut si on ne réagit pas très vite. Je ne sais pas si c'est bon au niveau du temps. Ah, bon, alors si tu me laisses encore 2 minutes, je peux juste vous dire aussi un... Pardon ? Ah, tu me laisses pas... Parce qu'il m'avait pris... Non, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, lorsque l'Europe a mentionné qu'elle allait aider les entreprises sur le modèle américain, donc avec l'INRA, vous savez, l'INRA c'est l'industrie américaine qui met... l'État américain, pardon, qui met...
370 milliards sur la table pour dire ça c'est stratégique, on le fait chez nous. Nous, on propose le règlement STEP au Parlement européen. Vous savez combien c'est ? 1,5 milliard pour l'Europe. Et on est déjà en train de revenir dessus en disant finalement c'est pas un fonds ultra nécessaire, donc peut-être qu'on va le mêler dans d'autres fonds européens. Donc ça nous a mis 1 an pour essayer d'obtenir un fonds justement pour l'industrie, le fameux règlement STEP. Et ce fonds de 1,5 milliard ne va même pas au bout après 1 an, alors que je vous ai décrit quand même une situation qui mériterait peut-être qu'on mette à un moment donné le nécessaire pour pouvoir sauver nos industries. Donc voilà, c'est vraiment un état très, très inquiétant de la situation. Et donc nous, on va continuer à se battre, comme on l'a déjà fait au mandat précédent, mais on va continuer à se battre. Il va falloir qu'on se batte aussi collectivement, parce que la bataille au Parlement, dans un Parlement qui est, comme vous le savez, de moins en moins progressiste, avec une entrée massive de l'extrême droite et des politiques qui revient sur toutes les politiques climatiques aussi au Parlement européen. Donc l'articulation sur la question sociale et écologique va être majeure sur la question industrielle, et il va falloir qu'on la mène en front commun au Parlement européen. Merci. Merci beaucoup Marina, et je suis à 9 minutes 42 secondes, donc c'était les 15 secondes de Fabien Gay. Vous voyez que le nouveau Front Populaire est capable de s'aligner à 15 secondes près, ce qui je crois est un bel exercice, et c'est aussi une des leçons je crois qu'on peut tirer de l'échange, c'est le très fort niveau de convergence qu'il y a entre les différentes organisations du NFP, mais aussi avec d'autres expressions qu'on a pu entendre ce soir, sur ce qu'on est d'accord comme diagnostic, mais aussi comme proposition, et on pourrait les détailler, les creuser sur la question de l'économie circulaire, sur la question de comment le tarif de l'électricité il est visible à long terme et accessible pour accompagner, encourager l'électrification d'un certain nombre de procédés, sur les droits des salariés pour reprendre leurs entreprises sous forme de coopérative quand la question se pose, notamment avec l'ensemble des transmissions d'entreprises qui sont à venir, notamment de petites PME industrielles locales, etc., etc. Il y a quelques questions qui font débat, on le sait, ou qui, en tout cas, au-delà même du débat entre nous, méritent d'être travaillées, poussées plus loin, et où les uns et les autres, il y a un travail qui est en cours dans nos organisations et entre nous. Pour prendre qu'un exemple, la question qui a été évoquée des minerais, de l'extraction de minerais, de comment on n'est pas dépendant de la Chine notamment, dans l'extraction, dans le raffinage, et en même temps comment on a ce type d'activité sur notre sol quand on est aussi soucieux et exigeant qu'on l'est sur la protection de l'eau, sur la protection de la biodiversité, sur la question de la santé des populations, et que ça pose la question déjà tout bonnement de la sobriété et de s'assurer des besoins auxquels on veut répondre avant de se lancer à marche perdue dans tel ou tel projet, pour être bien sûr que lorsqu'on les fait, parce qu'ils sont indispensables, ils sont vraiment indispensables pour répondre à des besoins sociaux et écologiques. Voilà un peu les éléments que moi je retiens, mais le mot de la conclusion, il revient à Lucie Castet, et donc je te cède la parole, Lucie, et merci encore de ta présence. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup Mathias pour l'invitation. Il me revient la lourde tâche de conclure cet échange qui a été extrêmement riche, même si assez convergent, et moi j'y vois plutôt un bon signe, même si comme toi Fabien, je pense qu'il faut restaurer la possibilité d'avoir des divergences et restaurer la possibilité du débat d'idées. Je pense que c'est très sain, et donc que ça n'est pas un problème. Mais je vais en dire 2 mots tout à l'heure. J'ai choisi de retenir de ce que vous avez dit, j'ai choisi une conclusion orientée. Je vais choisir de conclure en disant que ce que je tire beaucoup de vos interventions à tous, c'est la question de la restauration de la puissance publique et de l'État stratège, pour deux grandes lignes en particulier. D'une part, l'organisation de la bifurcation écologique et la réorientation de la politique industrielle, enfin la réinvention d'une vraie politique industrielle, donc une question de fond, et puis aussi une question de méthode et de forme, et qui n'a pas moins d'importance, c'est la question de la restauration du contrôle démocratique de la remise en place de cette politique industrielle. Sur le premier point, sur l'organisation de la bifurcation écologique en lien avec la transition écologique, enfin en lien avec la politique industrielle, je pense que tout ce que vous avez dit converge pour dire qu'il faut restaurer le rôle de l'État pour planifier et avoir une approche sur le temps long. Alors on sait
que le temps de la politique, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, je crois que c'est un des syndicalistes qui est intervenu, le temps de la politique n'est pas forcément le temps de la politique industrielle ou de la transition écologique, mais n'empêche que ce temps politique, il est nécessaire et que en tout cas le temps des entreprises n'est pas non plus compatible avec la transition écologique et la restauration d'une vraie politique industrielle. Je pense que pour remettre en place un État stratège qui va penser la politique industrielle sur le temps long couplé avec la transition écologique, il faut des fonctionnaires nombreux et bien formés. Et là-dessus, par exemple, moi je m'inscris évidemment sans surprise totalement en faux avec les propos qui ont été portés très fortement par la droite et le Rassemblement national et récemment par le Premier ministre sur la question de la question abstraite de il faut diminuer le nombre de fonctionnaires en France. C'est marrant, enfin ils sont, c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais c'est un peu ironique parce qu'ils parlent du nombre de fonctionnaires comme si c'était abstrait et que ça n'avait aucune implication sur le terrain. Et puis il y a cette espèce de mode, là on commence à comprendre que c'est intolérable de dire il faut réduire le nombre de fonctionnaires qui sont en contact avec les usagers. Je me réjouis du fait que c'est devenu un tabou de dire on va réduire le nombre de fonctionnaires en contact avec les usagers. C'est une bonne chose que ça devienne un tabou parce que c'est vrai que réduire le nombre d'infirmières ou d'infirmiers devant les patients, c'est devenu impossible et c'est intolérable et tant mieux. Mais quand on parle de comme dirait Valérie Pécresse, l'administration administrante, ou quand on parle de l'obésité administrative, c'était le terme d'un député du Rassemblement national, on oublie de penser à quoi servent ces fonctionnaires qui jouent le rôle, qui incarnent l'État stratège d'une certaine manière, qui ont un rôle de production de l'idée et de production de direction intellectuelle que devrait leur confier le pouvoir politique en tout cas. Et en se privant de ces gens-là, eh bien, on remet les mains de la définition d'une stratégie de long terme au cabinet de conseil. On l'a vu, il y a eu des polémiques, il y a notamment les travaux du Sénat qui ont permis de mettre en lumière ce scandale qui est la dépense de plusieurs centaines de millions d'euros de délégation au cabinet de conseil du fait de réfléchir à la stratégie et à l'avenir de certaines politiques publiques. On pense notamment à une mission qui avait été confiée à McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant. Quand on a un État qui confie ce type de mission-là à des cabinets de conseil et non à des fonctionnaires, alors comment s'étonner qu'on soit incapable de mettre sur pied une politique industrielle qui pense dans le temps, enfin qui se projette dans le temps long. Ça, ça me semble extrêmement important de le dire. Donc, il faut des fonctionnaires qui sont nombreux et qui sont bien formés. Il faut, par ailleurs, une mise en cohérence de toute l'action publique dans son ensemble. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, la politique industrielle, ça n'est pas que l'industrie, ça ne se résume pas à l'industrie, vous l'avez esquissé les uns et les autres, mais la politique industrielle, ça implique de la restauration d'une politique industrielle, et en particulier d'une politique industrielle qui est compatible avec les limites planétaires, ça implique de prendre en compte énormément d'autres enjeux. Je pense évidemment à la question de la recherche, de l'éducation, notamment l'éducation supérieure, mais aussi à toutes nos institutions. Cyprien Battu l'a dit très très bien sur la question de l'institution qui accompagne les gens qui sont sans emploi, parce que ça implique des destructions d'emplois. Il l'a très bien dit, je vais pas le répéter, je le dirai moins bien. Ça implique des destructions d'emplois, donc ça implique d'avoir des institutions qui accompagnent ces gens qui vont être dans un secteur qui va se transformer. Ça implique la question des infrastructures, et là je pense aux infrastructures routières, aux infrastructures de télécommunications. Ça implique aussi des questions d'aménagement du territoire. On en disait 2 mots tout à l'heure en aparté. Il faut penser l'aménagement du territoire en fonction de nos besoins de politique industrielle. Ça, on le dit quasiment jamais. Ça implique aussi des politiques publiques ambitieuses en matière de logement. Une industrie, une grande usine qui va s'installer dans un territoire, elle a besoin que ses salariés y soient bien logés, qu'ils soient installés confortablement, que la politique publique réponde présent sur bien des secteurs. Et donc ça, je pense que ça n'est pas du tout pensé d'une manière suffisamment cohérente et dans sa globalité. Mais ça veut dire aussi qu'on ne pense jamais en termes de services publics quand on parle politique industrielle. De toute façon, on n'a pas de stratégie à l'égard des services publics. Je le dénonçais depuis des années dans le collectif Nos services publics pour lequel j'avais l'honneur d'être une des porte-paroles. Et donc ça implique une restauration du rôle de l'État stratège sur le long terme et en tout point. Le deuxième point auquel me font penser vos propos, et je trouve que c'est très cohérent tout ce que vous avez dit, vous, sur le retour du contrôle démocratique sur la politique qui est menée, ça me semble vraiment extrêmement important. C'est un enjeu d'acceptabilité des choix industriels, mais aussi de la transition écologique. Et on sait que la question de l'acceptabilité politique et sociale de la transition écologique est un enjeu majeur. On l'a vu pendant un moment très symbolique et très
très fort de notre vie démocratique, c'est le moment des gilets jaunes, et puis ensuite des cahiers de doléances sur lesquels, qu'on a foulé aux pieds. Il y a des millions de personnes qui ont répondu présent lorsqu'on leur a dit venez vous exprimer. Puis aujourd'hui, ces trucs sont enterrés, personne ne les a regardés. Pourtant, il y a des propositions de politique industrielle, il y a des propositions de politique énergétique, de transition écologique, etc. Et ça, on les connaît pas parce que c'est pas rendu public. Et puis, voilà, je pense que toutes les questions dont on a parlé là, et vous l'avez très bien dit, donc je répète un petit peu, mais je pense qu'il faut le penser de manière systémique et globale. Ça implique des choix collectifs parce que simplement, ça implique des gagnants et des perdants à chaque choix que l'on fera. Et donc, pour que cela soit acceptable, il faut que ce soit délibéré et démocratiquement choisi. Et là, je pense que, et je te rejoins complètement sur la question du contradictoire, je pense qu'il faut définitivement tourner le dos à la méthode d'Emmanuel Macron qui a un temps laissé penser qu'il n'y avait que des solutions techniques en jeu et qu'il y avait des bonnes solutions et des mauvaises solutions. Mais en réalité, ça, c'est obérer l'idée selon laquelle les solutions techniques, elles sont bonnes ou mauvaises en fonction de l'objectif que l'on poursuit. Et l'objectif que l'on poursuit, il doit être délibéré. C'est pas une personne toute seule ou une poignée de personnes qui doit décider quelle est la priorité globale. Et donc, je pense qu'il faut remettre en place la possibilité de refondre d'une certaine manière notre pacte social à l'aune des nouveaux enjeux. La transition écologique et la politique industrielle, ça en fait partie, car il y aura évidemment des conflits, notamment des conflits de besoins, on en a parlé, des conflits de besoins à trancher, notamment face à la question de la raréfaction des ressources. Et ce qui est très important de dire, et là ça rejoint un peu mon propos sur les cabinets de conseil, c'est que si on ne fait pas ça collectivement ou publiquement, alors c'est la loi du plus fort qui s'imposera, et on le sait, la transition écologique et la politique industrielle est, je dirais, mécaniquement, naturellement plutôt inégalitaire. Et donc si on ne prend pas en main par l'intermédiaire de la puissance publique, les grandes délibérations, les grands choix qui dessineront notre pacte social demain, alors c'est ceux qui ont le plus les moyens de peser sur le débat. Et là, je pense évidemment aux lobbies de l'industrie qui sont très forts, qui sont très organisés et qui font valoir leur position tout le temps, qui font passer des projets d'amendement aux députés, qui font passer des projets d'amendement au ministère en permanence. Enfin, moi, j'ai été du côté des ministères, je m'occupais de régulation financière. Je recevais en permanence des amendements tout près de la part des lobbies des assurances, par exemple, ou des lobbies bancaires. C'est leur travail. Et à la limite, on peut comprendre, ils essayent de peser sur l'élaboration de la norme. Mais il faut qu'en face, il y ait un État extrêmement fort et un État très compétent qui puisse faire valoir l'intérêt général face à cette somme des intérêts particuliers. Et donc, peut-être pour conclure, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je vous prends pas trop de temps parce qu'il est tard. Mais pour conclure, je pense que là, on vit un moment un peu déterminant de notre histoire. Je pense qu'on est dans une situation qui est politiquement très difficile, personne ne dira le contraire, mais c'est aussi un moment où les forces de gauche arrivent à se fédérer, c'est un moment où les forces de la société civile, les collectifs, les syndicats, les associations, etc. se sont mobilisés massivement entre les deux tours pour rejeter le programme du Rassemblement national et pour appeler à tourner le dos à la politique qui a été menée pendant 7 ans. Et donc c'est le moment d'avoir ce genre de discussion et c'est le moment de préparer un projet alternatif, un projet de société, et c'est un projet de société qui devra inclure tous les éléments dont on a parlé là, une forme de délibération sur un nouveau pacte social qui donnera aussi envie aux gens de se tourner vers la gauche et de voter pour la gauche aux prochaines échéances électorales. Et je pense que le fait que, par exemple, je vois un signe dans le fait que Michel Barnier se rend compte là que la politique qui a été menée, la politique économique qui a été menée depuis 7 ans est une impasse et dit oui, il va peut-être falloir aller toucher aux impôts, augmenter ici ou là quelques impôts. Il le fait de manière à mon sens trop timide et c'est ce qu'on disait dans la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi où on présentait nos propositions du nouveau Front populaire en matière fiscale. Il le fait de manière trop timide, mais on voit quand même que d'une certaine manière le pacte idéologique qui a présidé à toutes les politiques publiques pendant 7 ans est en train de se fissurer. Et que c'est un peu le retour du contradictoire dans le débat. Et ça, je pense qu'il faut y voir une touche d'optimisme. En tout cas, moi, j'ai décidé d'être optimiste. Et je pense qu'il faut se dire qu'on arrive à une nouvelle ère où il y a une sorte de retour de l'idéologie et du débat d'idées, et que c'est le moment de pousser ces idées. Et donc, je pense qu'on peut tous le faire collectivement. Et moi, j'ai choisi d'être optimiste. Voilà.